Alors, c'est ce matin que le Collège de Maisonneuve dévoile officiellement sa stratégie pour lutter contre la radicalisation religieuse au sein de l'institution. Au printemps dernier, l'établissement scolaire, on peut dire, a été secoué par le fait que 5 de ses étudiants ont quitté Montréal pour le Moyen-Orient pour faire le djihad. Il y en a 6 autres qui désiraient faire la même chose, mais qui ont été arrêtés avant de pouvoir passer à l'action. Donc, ça a poussé tout ça, le Collège et le gouvernement du Québec, à produire ce qu'on appelle un projet de recherche-action. Et beaucoup de gens autour de la table pour nous en parler ce matin. D'abord, Guy Gibault, qui est directeur des études du Collège de Maisonneuve. Bonjour. Jérôme Champagne, professeur de sciences politiques au Collège. Bonjour. Bonjour. Qui s'est impliqué sur le terrain pendant cette recherche-là. Oui, j'ai entre autres participé au recrutement des étudiants par un ensemble de protocoles qui a été déterminé par Frédéric, le chercheur en chef de la question. Frédéric Dejean, que je vous présente tout de suite. Bonjour. Bonjour. Qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, qui relève du Collège de Maisonneuve. Du collège. Oui, voilà. Et puis, Jérôme parlait d'étudiants qu'il a recrutés. Est-ce que vous avez recruté, entre autres, Ketia, qui est avec nous? Non. Bonjour, Ketia Kabouya. Bonjour, madame. Ketia, qui accepte donc de venir témoigner en tant qu'étudiante du Collège de Maisonneuve. Et on a demandé à Stéphane Berthomet de lire le rapport. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Vous saviez que ce rapport-là était en chemin, j'imagine, à l'Observatoire. On savait qu'il y avait une recherche, mais il y a des vases clos entre certains travaux, mais on savait qu'il y avait une recherche qui était en cours. Oui. Bon, c'est ça. Alors, vous êtes co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, spécialiste du terrorisme et des questions de sécurité intérieure. Guy Gibault, quelle était l'intention? J'imagine que c'est pas documenté pour les sociologues du futur, l'état des choses au Collège Maisonneuve. Quand on dit recherche-action, c'est qu'on voulait que ça débouche sur quelque chose de concret? Oui, concret et qui correspond un peu à notre expertise, à nos ressources, puis à notre raison d'être aussi. La première réaction face à cette situation-là, ça a été une réaction de peur, de crainte, et on a été, nous-mêmes à l'interne puis à l'externe, assimilés à quelque chose qui ressemble à un organisme de défense nationale. Alors, c'est pas notre rôle, c'est pas notre structure, on n'a pas l'expertise, les ressources. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, on a été assimilés à ça? On attendait de vous une espèce d'attitude... On attendait de nous qu'on réussisse à anticiper ce genre de phénomène-là, à dépister les gens qui pouvaient quitter éventuellement, les intercepter, les empêcher de partir. Or, on n'a pas les ressources, puis on n'a même pas les capacités juridiques de le faire. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'éducation. Nous, ce qu'on fait, c'est de la prévention en amont, et on s'est appliqué très rapidement à faire ça. Oui. Et le rapport de recherche-action, c'est justement pour mieux travailler à la prévention. C'est ça. D'accord. Alors, Jérôme Champagne et Frédéric Dejean, donc, vous avez décidé de procéder comment? Frédéric, peut-être d'abord, puisque vous avez, j'imagine, vous êtes parmi ceux qui avaient conçu l'action, la recherche-action. En fait, le principal problème, c'est que on ne pouvait pas avoir accès directement à des étudiants qui étaient partis ou alors qui avaient été arrêtés. Donc, on devait trouver un moyen détourné de parler de radicalisation. C'est pour ça que, et par ailleurs, puisqu'on se situe, nous, en tant que collège, comme l'a dit Guy, à un niveau de prévention primaire, donc si on prend vraiment une pyramide de radicalisation, nous, on se situe vraiment à la base de la pyramide. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler autour du vécu des étudiants et autour de cette question de l'identité sociale et de la construction de l'identité. Puisqu'on s'est dit, en posant la question de qu'est-ce que vivent les étudiants et quelles sont les zones de fragilité qu'on peut identifier chez certains étudiants, on va être à même ensuite de pouvoir mettre en place des actions de prévention. Okay. C'est vraiment ça qui était à l'origine de la recherche. Et l'expression zone de fragilité, c'est une des clés de ce rapport-là. Peut-être avec Jérôme d'abord, comment vous êtes allé chercher sur le terrain l'information? L'information comme telle, puis la question des zones de fragilité, ça c'est vraiment l'analyse de Frédéric là, qui vient de l'ensemble des entrevues qui ont été menées. Moi, ce que je dirais en fait, c'est que le mot d'ordre de la recherche, quand on parle de recherche-action, c'était vraiment comprendre et prévenir. Donc d'une part, comprendre le phénomène, puis je pense que la recherche contribue vraiment à le faire. Et moi, en fait, j'ai beaucoup travaillé aussi avec un ensemble de professeurs au collège, puis un ensemble d'instances du collège à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme prévention? Alors, quand on parle de prévention, parle-t-on de prévention de prévention extrêmement rapide, là, de quelques semaines? Je pense pas du tout qu'on est dans cette optique-là, dans notre recherche à nous. On se pose davantage la question, peut-on prévenir sur plusieurs années, sur plusieurs mois? Autrement dit, quel genre de choses on peut mettre en place dans les classes? Quel genre de projet on peut mettre en classe au niveau parascolaire pour essayer d'améliorer la situation puis de prévenir ce genre de cas-là? Et vous êtes allé poser ces questions-là? Moi, j'ai fait un ensemble de choses, entre autres 2 grandes initiatives
initiatives importantes là, qui ont été faites cette année, je pense par le collège et entre autres par moi. Une communauté de pratique enseignante. On a monté une équipe de profs issus essentiellement des sciences sociales, de la philosophie et du français, qui sont les deux grandes matières de la formation générale qui sont susceptibles de s'attaquer à cette question-là, ou du moins d'aborder ce genre de thématique-là. Et on a réfléchi dans une équipe de profs à savoir quel genre de thématiques on pourrait mettre de l'avant dans nos classes pour travailler directement en lien avec les zones de fragilité qui ont été identifiées par Frédéric. Parce que le rapport est clair là-dessus. Ce qu'il faut surtout, c'est que les canaux soient ouverts, qu'on parle de ces choses-là. Et vous avez identifié la classe comme un lieu privilégié. Ça a l'air tout simple, mais en même temps, qu'est-ce qui doit changer dans l'approche, là, par exemple, du professeur avec ses élèves pour que les canaux soient mieux ouverts? C'est sûr que il y a un chapitre du rapport qui porte spécifiquement sur les relations que des étudiants entretiennent avec l'institution scolaire, que ce soit avec des intervenants, mais aussi avec des enseignants. Ce qu'a montré la recherche, et puis là, on s'appuie sur notre recherche, mais également sur la littérature scientifique qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, qui a été conduite en Europe, mais également en Amérique du Nord. Et ce qu'on voit, c'est que les enseignants ne sont pas forcément outillés pour aborder ces questions-là. Ils n'ont pas forcément envie de le faire. Donc l'idée, c'est de leur dire, vous êtes capable de le faire, vous avez ce qu'il faut et on va vous accompagner pour bien le faire. Par ailleurs, l'autre élément, c'était aussi ce qu'on a vu, c'est que certains étudiants perçoivent mal certains types d'enseignement. Par exemple, notamment les étudiants croyants, il y a un certain nombre de questions avec lesquelles ils sont mal à l'aise, qui sont des questions qui sont soulevées dans des cours typiquement en philosophie par exemple, ou en sociologie. Ces étudiants-là, ils nous disent deux choses. Ils nous disent, d'une part, on a conscience que la dimension critique est extrêmement importante. Donc, l'une des leçons de ce rapport, c'est pas de dire aux enseignants censurez-vous, vous pouvez plus aborder certaines questions, certains sujets. Les étudiants sont très sensibles à cette question critique, mais c'est de dire aux enseignants comment est-ce que vous pouvez faire pour être le plus inclusif possible, pour que les étudiants n'aient pas l'impression d'être laissés en arrière, mais que vous puissiez aller les chercher, tout en conservant la dimension critique de votre matière qui est extrêmement importante. Jérôme Champagne veut réagir à ça. Oui, bien justement, dans cette perspective-là, moi, je pense que le travail de l'enseignant est extrêmement important. Moi-même, j'ai eu à faire face à différentes problématiques comme ça au collège. Donnez-moi un exemple. Vous êtes dans une classe. Donnez-moi un exemple concret. concret. Ce que ça peut donner, je peux vous raconter une anecdote brève qui illustre très bien ce phénomène-là. Moi, dans le cadre de mes cours, je fais toujours un peu d'actualité. Je fais un topo d'actualité le matin, c'est un peu un bulletin de nouvelles. Et évidemment, quand il y a eu les événements de l'hiver dernier au collège, moi, je l'ai abordé de front. J'en ai parlé à mes étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous savez de ça? Connaissez-vous des jeunes qui sont concernés par cette réalité-là? Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de conversations avec mes étudiants et j'en suis venu même à présenter des vidéos de propagande d'État islamique qui étaient analysées par certains cinéastes et par certains réalisateurs pour en montrer les codes. Et à un moment donné, après avoir montré une vidéo comme ça, il y a une étudiante qui est venue me voir à la fin d'un cours et qui m'a dit « Moi, je suis en train de m'organiser pour m'en aller avec un groupe de jeunes. » Et ça, c'était juste avant. Il y a eu des jeunes qui sont partis, qui ont tenté de partir le 10 et 15-16 mai, je pense que c'était cette date-là l'année dernière. Et cette fille-là, finalement, n'est pas partie. Donc, rien que ça, là, ça l'a ébranlé. J'ai pas la prétention de dire que c'est uniquement moi qui ai fait ça. J'ai probablement été le dernier coup de marteau sur le clou. Là. Il devait déjà avoir une fragilité par rapport à ça, puis une remise en question de son phénomène. Mais on peut faire quelque chose. Et paradoxalement, j'ai appris par la suite qu'une étudiante qui était dans ma classe et qui a entendu exactement la même chose et qui m'a vu faire exactement la même activité et a tenté de partir et était le lendemain, elle, à l'aéroport. Je l'ai su quelques semaines, quelques mois plus tard. C'est pas un miracle. Donc, on peut, dans certains cas, faire quelque chose. Et dans d'autres cas, pour des étudiants dont le processus est trop entamé, trop profond, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'enseignant. Ketia Kabouya, j'aimerais vraiment avoir d'abord un peu, la façon dont vous, comme étudiante, vous avez vécu ça il y a à peu près un an maintenant. Premièrement, lorsque j'ai vu les nouvelles à la télé, on s'attend pas à ce genre de nouvelles. Ça a été comme une onde de choc, d'autant plus qu'il y avait quand même une dizaine de jeunes environ qui étaient partis. Donc, à l'école, ça a été une onde de choc. On s'attendait pas du tout. Ensuite, on n'a pas nécessairement ressenti personnellement. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas ressenti puisque je ne connaissais pas directement les personnes impliquées, mais indirectement, oui, on en parlait un peu, d'amis, des amis, on en parlait. Donc oui, c'est ça. Mais je pense que comme le professeur a avancé, ce qui est important pour les jeunes, c'est justement qu'ils s'expriment. Parce que dans le collège, il y a beaucoup d'activités multiculturelles, surtout durant les pauses communes du mardi ou du jeudi, où il y a des tam-tams, il y a de la musique. Puis c'est là que les jeunes s'expriment. Toutes les communautés, peu importe. Se mélangent, oui. Oui, exactement. Puis c'est ce qui fait genre la beauté de l'école. Puis c'est ce qui fait en fait
je trouve c'est ce qui permet de prévenir d'un côté aussi cette radicalisation. Vous avez des amis de confession musulmane, oui. Ketia? Êtes-vous vous-même de confession musulmane? Non. D'accord. Mais vous en avez. Est-ce qu'ils se sont sentis particulièrement, parce que c'est une des choses que le rapport met en lumière, là, il y en a beaucoup qui se sont sentis ostracisés après les événements. Est-ce que c'est ce que vous avez senti chez vos amis? Chez mes amis musulmans, oui. Comme il y a eu vraiment cette généralisation autour de la confession musulmane, puis autour juste des Arabes en tant que tels, puis mes amis sont vraiment sentis interpellés par ce phénomène. Ouais. Alors ça, c'est une chose très claire dans le rapport. Et même, ça débouche sur une théorie, ou en fait, c'est probablement plus qu'une théorie, parce qu'il semble qu'il y a d'autres études qui confirment ça, que les événements, quand ça survient, des événements comme ça, à cause de leur nature et à cause du traitement qu'on en fait, il y a un danger de cercle vicieux, puis que ça devienne un facteur de risque d'en causer d'autres. Comment vous l'expliquez, ce phénomène-là, Frédéric Dejean, puis peut-être M. Gibault aussi, directeur des études? Ça, c'était une des découvertes vraiment intéressantes de cette recherche. C'est pour ça qu'on a souhaité ouvrir le rapport sur cette question-là. C'est-à-dire, ce qui nous intéressait, c'était d'entendre les étudiants pas tant nous parler des événements, mais nous parler de la manière dont ils avaient appréhendé ces événements et comment le traitement, que ce soit le traitement médiatique ou le discours public au sens large, avait pu avoir un impact sur eux. Oui. Et ce qui ressort, et là aussi les travaux de recherche qui ont pu être conduits le montrent, c'est qu'il y a un espèce de cercle vicieux, il y a une boucle qui se met en place, c'est-à-dire que on parle beaucoup de radicalisation. Au début du rapport, je montre un petit peu comment le discours public a été saturé du mot de radicalisation. Il n'y avait pas un jour où le mot radicalisation n'était pas dans les médias. Et comment, au bout d'un moment, à force de dire c'est certaines personnes de confession musulmane, on en venait à faire le raccourci que tous les musulmans ou tous les étudiants musulmans étaient potentiellement des personnes qui allaient se radicaliser. Et ce qui a vraiment fait, et ça je le dis très franchement, ce qui a fait souffrir, et je parle vraiment d'une souffrance très profonde de la part des étudiants de confession musulmane qu'on a entendu, c'est qu'ils avaient l'impression qu'ils se sentaient, ils devaient toujours se justifier de ce qu'ils étaient, et que sans cesse, ils étaient un petit peu passés à la question, et qu'ils devaient toujours dire « non, je ne me reconnais pas là-dedans ». Et l'effet dangereux alors de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y en a certains, au lieu de se justifier, qui choisissent L'effet dangereux, c'est que cette stigmatisation qu'on finit par faire, des fois, malgré nous, de la communauté musulmane, finit par entraîner elle-même la radicalisation, parce que cette frustration-là qui vient de la stigmatisation des étudiants est un facteur de risque, est une des multiples zones de fragilité. J'en ai assez de me justifier, je me replie sur ma communauté. On n'est pas en train de dire qu'il y a une corrélation directe, là, mais il y a évidemment un lien qui peut être fait entre les deux. Bon. À travers tout ça, tiens, d'abord, on va quand même demander à Stéphane Berthomé, qui a pris le temps de lire le rapport hier soir. Je voulais qu'on mette bien la table, qu'on établisse ce qu'il y a dedans, puis les angles de réflexion et tout. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, Stéphane? Une réflexion générale qui touche pas au rapport, c'est toujours ce constat qu'on est dans une situation où on morcelle le travail de recherche. Moi, je trouve qu'au Québec, c'est ce que je regrette, il y a beaucoup de travaux très intéressants qui sont menés, et il y a un phénomène vraiment qui est dû au système, qui est dû au mode de fonctionnement, de petites recherches morcelées comme ça, qui ne rejoignent pas le grand ensemble et qui donnent un regard très éclairant sur une situation, mais en même temps polarisent sur la situation, parce que ce qui se passe au Collège de Maisonneuve, faire un rapport d'études sur ce qui s'est passé au Collège de Maisonneuve, ou en tout cas ce qui s'est passé impliquant des étudiants du Collège de Maisonneuve, eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a un problème au Collège de Maisonneuve. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ailleurs. On est en train presque de stigmatiser le collège lui-même en faisant un rapport. Ce que je veux dire, c'est que le problème n'est pas un problème au Collège de Maisonneuve. C'est un problème beaucoup plus général que ça, et c'est un problème qui mérite d'être étudié dans d'autres établissements scolaires. Et qu'en l'étudiant de façon beaucoup plus transversale, on minimiserait effectivement l'impact de ce qu'est la réalité du Collège de Maisonneuve, on en comprendrait mieux la réalité, et en même temps, on aurait une vue d'ensemble beaucoup plus claire, avec d'autres situations. Mais en même temps, comme ça s'est passé là, Stéphane, c'est intéressant d'aller voir des gens qui étaient vraiment dans le feu de l'action. Bien entendu. Alors là-dessus, 2 points. On aurait pu le faire et vraiment, je ne remets pas du tout en cause le travail qui a été fait là, bien au contraire. Mais on aurait pu le faire dans un travail d'ensemble qui implique beaucoup plus d'établissements. Aller faire le même genre de travail de terrain dans d'autres collèges. Et avoir une vision beaucoup plus relative et beaucoup plus large de la situation, premièrement. Deuxièmement, un petit point sur le travail, et là bien sûr ce sont les contraintes de la recherche, c'est qu'évidemment on s'est adressé à des jeunes qui sont des jeunes qui n'ont pas été radicalisés. Donc on a perdu la substantifique moelle du phénomène de radicalisation, on a perdu ce pur jus d'entretien semi-dirigé qui aurait pu être mené avec des jeunes radicalisés. Et ça, et je pense que les auteurs de la recherche iraient dans le même sens si on leur posait la question, c'est vraiment dommage, et c'est quelque chose qu'on doit arriver à changer, parce que si on veut mener une recherche plus
précise, plus efficiente, il faut rencontrer ceux qui se sont radicalisés. Et c'est leur parole à eux qu'il faut pouvoir retranscrire. Frédéric Dejean fait signe que oui, mais en même temps, est-ce que vous avez tenté le coup, puis ça a été, autrement dit, carrément d'essayer d'aller les rencontrer, ceux qui sont en prison en ce moment? Pour des questions tout simplement d'éthique de la recherche, on ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait il y a des procès, il y a un procès qui est en cours des étudiants, donc on n'a pas accès à ces étudiants-là. Donc c'était un peu la contrainte. Mais c'est évident que ce qui aurait été parfait, c'est d'avoir accès à ces étudiants-là, mais d'un autre côté, en même temps, c'est tout le problème avec la radicalisation, c'est qu'on essaye de travailler sur un processus en cours. Et quand bien même on aurait accès à des étudiants radicalisés, on aurait accès simplement à un récit qui est construit a posteriori. Ouais. Donc on aurait encore du mal à aller saisir. La situation idéale, ça serait de pouvoir analyser une situation de radicalisation en train de se faire. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Et de toute façon, comme nous, notre ambition, c'était de travailler vraiment une prévention primaire. On est vraiment à la base. C'est-à-dire que nous, notre idée, c'est de dire ce qu'on peut mettre en place, c'est des choses qui vont s'adresser à tous les étudiants et qui, par voie de conséquence, vont aussi avoir un effet sur des étudiants qui pourraient se radicaliser. Ouais, donc c'est vraiment cette perspective. Oui, puis dans le même ordre d'idée, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'est-ce que la radicalisation? Le terme en tant que tel est tellement associé maintenant à la question des jeunes musulmans. Il y a eu une espèce de glissement terminologique dans les dernières années, parce qu'en soi, être radical, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. On peut être un écologiste radical aussi. Alors, nous, on tente de prévenir davantage ce qu'on appelle la radicalisation violente. Dans ce cas-là, on parle de radicalisation religieuse violente, mais à mon avis, toutes les formes de radicalisation violente sont un danger. Puis la salle de classe, à ce moment-là, peut être un outil extrêmement utile pour prévenir ça, en travaillant sur des notions comme la propagande, en travaillant sur des notions comme le terrorisme, sur l'actualité internationale, sur la question d'identité, la quête de sens des individus. Donc, un des débouchés concrets, c'est justement cette espèce de boîte à outils que vous êtes en train de guide de pratique que vous êtes en train de préparer. Nous, on percevait un peu notre recherche aussi comme une espèce de projet pilote. On essayait de se positionner, le collège, dans l'ensemble du réseau collégial, comme un peu un leader sur la question, en essayant de mettre en mesure un ensemble de pratiques qui peuvent être ensuite peut-être imitées par d'autres institutions qui vivraient éventuellement une situation semblable à la nôtre. Stéphane Berthomé? Et ça, c'était pas le travail du rapport, mais on lève pas l'ambiguïté sur le lien entre le collège et la radicalisation. Et vraiment, c'est pas l'objet du rapport, mais ça aurait été intéressant de pouvoir le faire aussi, parce que on n'arrive pas à matérialiser la nature de ce lien. Est-ce que le collège est le lieu où les gens qui sont radicalisés en partie à l'extérieur se retrouvent? Est-ce que ce phénomène se prolonge jusque dans l'établissement? Ça, c'est intéressant à comprendre aussi, parce que ça, c'est pas pour dédouaner l'établissement, mais et autre chose sur la place médiatique, la place des médias dans cette affaire-là. Le collège a été surexposé, et cette surexposition, elle est même si elle n'est pas dite clairement dans le rapport, elle apparaît. C'est le fantôme. Il y a deux fantômes dans les couloirs, à mon avis. Il y a celui des jeunes qui sont partis, et il y a celui des médias qui en ont parlé. Qui en ont parlé, et de souvent vraiment en accablant le collège, Guy Gibault, quand on dit que vous pratiquez c'est un défaitisme transformé en tolérance, puis que on vous accuse presque de couverture, de couvrir les événements. Ça doit pas être... Oui, on a dit une chose et son contraire sur le collège, et qui correspond très peu à la réalité. On parle de quand même un petit nombre d'étudiants là, sur une population de 7 000. 7 000, d'accord. Oui, et Kétia pourrait le confirmer. Je veux dire, l'ambiance n'est pas à ça. Je vais rajouter quelque chose aussi. Les jeunes entre eux, entre autres au collège de Maisonneuve, mais ailleurs aussi, dans le réseau collégial et au secondaire, gèrent très, très bien ces tensions-là, gèrent très, très bien entre eux la diversité. Le problème est aussi intergénérationnel, et en grande partie intergénérationnel. Donc, relation avec les professeurs d'autant plus importante, à bien outiller. Mais Kétia, c'est l'impression que vous avez que globalement, les relations interculturelles à votre échelle, dans votre génération, elles se passent plutôt bien? En fait, elles se passent même très bien. Il y a cet échange qui se passe entre plusieurs cultures, surtout comme dans les classes, dans les pauses, lors des événements socio-culturels. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Puis c'est comme ça qu'on apprend de l'autre. Puis c'est comme ça que je pense qu'on peut aussi prévenir également la radicalisation et toute forme de radicalisation. Alors, en terminant, il y a justement 2 recommandations. Enfin, il y en a plusieurs recommandations, mais il y a 2 voies d'exploration qui sont proposées puis qui sont déjà un peu mises en application. Ça peut sembler étonnant, mais de toute évidence, c'est pour favoriser ce mélange et l'interaction. C'est une ligue de soccer puis du théâtre.
Ça peut paraître étrange, mais en même temps... Moi, je dirais que c'est 2 projets parmi d'autres. Il y en a plusieurs qui ont été mis en place. Là. Ça, c'est 2 projets qui ont été un peu plus visibles puis qui s'attaquent à deux manières un peu différentes de traiter la question. Mais en fait, il y a un ensemble de projets qui ont été mis en place par rapport à ça. Moi, je dirais qu'ils sont aussi porteurs que ces deux projets-là. Entre autres, on a fait beaucoup de discussions publiques sur des choses comme l'actualité internationale, l'actualité au Moyen-Orient, qui est un enjeu extrêmement important sur cette question-là. On a parlé d'identité aussi, de quête de sens, de quête d'identité. Ouais. Il y a des gens qui sont venus nous parler de ça. Et essentiellement, il y a eu d'autres projets comme la Ligue de foot et le projet théâtre. On a malheureusement plus de temps, mais Pascale Bourgault, qui est restée à l'écoute dans notre studio de Bruxelles, je pense qu'elle avait une observation. Oui, je voulais juste dire... Encouragez tous vos interlocuteurs ici autour de la table à continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire il faut en parler à l'école, il faut en parler dans les médias, vous continuez à démystifier, à démonter la propagande de l'État islamique et de Daesh. Et alors je dirais une dernière chose, il faut rééquilibrer dans l'espace médiatique et dans le discours médiatique, parler un petit peu moins des djihadistes, un petit peu moins de leur propagande et laisser un petit peu de place à ceux qui résistent. Et moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai fait ce film et j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des gens en Syrie, mais aussi au Canada, en France, en Belgique, qui font des choses magnifiques pour résister et qui ont un discours et qui, non seulement certains payent de leur vie, mais résistent intellectuellement, artistiquement. Et il faut en parler parce que ça alimente aussi le discours, le débat et ça donne d'autres voix à des jeunes qui ont envie d'aventure, finalement. Ouais. Merci, Pascale Bourgault. Je vous remercie. C'est vous qui aurez eu le mot de la fin, donc, mais très, très constructif. Alors, merci à mes invités ce matin. Guy Gibault, directeur des études du Collège de Maisonneuve, Jérôme Champagne, professeur de sciences politiques au Collège, Frédéric Dejean, qui a mené un de ceux qui a mené cette recherche pour l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, qui émane du Collège, Stéphane Berthomet, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation, et Kétia Kabouya. Merci d'avoir été là, étudiante au Collège. Merci tout le monde. Merci.